Si vous pouvez vous installer quand on démarre à l'heure, merci. Bon, bonsoir à toutes et tous pour cette rentrée du Conseil communautaire. Vous avez sur la table 3 documents. Le premier, c'est le rapport d'activité, on en parlera après. Le second, c'est le programme des Journées européennes du patrimoine, donc sur 11 villes et toute l'agglo. Donc, comme ça, vous aurez tous les éléments. Et le troisième, c'est une annonce plutôt, à la demande de Montmoreau, qui va aussi distribuer des petits flyers, que la fête artisanale d'automne sur la place de la mairie à Montmoreau se déroulera le samedi 18 octobre de 10h à 18h. Voilà. Donc vous avez l'info. Et puis on va donc démarrer par l'appel. Donc Monsieur Moreau est excusé, il m'a donné son pouvoir. Monsieur Tartavé est présent. Monsieur Coiffier, représenté par Madame Caron. Monsieur Barthes est présent. Monsieur Maurice Gallet est excusé, il a donné son pouvoir à Madame Louva. Monsieur Dominique Billot est excusé, mais il n'a pas donné de pouvoir, je crois. Hervé Guy présent. Monsieur Cordelier est excusé, il donne son pouvoir à Hervé Guy, justement. Pierre Poulet présent. Monsieur Alain Patingre est excusé. Monsieur Fourneau présent, Monsieur Lano présent, Madame Tisserand aussi, Monsieur Bailly présent, Madame Marano présent, Madame Lagarde va arriver, je pense, Monsieur Cozo est présent, Monsieur Ravier va arriver, il est actuellement à l'AG de Oasis et il va nous rejoindre
très rapidement. Madame Perrin arrive. Monsieur Gaffio, comme Monsieur Ravier à l'AG de Oasis, il va arriver. Madame Champ-Garnier est excusée, elle donne son pouvoir à Madame Perrin. Monsieur Bourcard présent. Madame Goujon est excusée, elle donne son pouvoir à Monsieur Barthelet. Willy Bourgeois, on ne sait pas. Madame Faton présent. Antoine Jaillet est là. Madame Maillard est là. Monsieur Barthelet est là. Madame Parizeau aussi. Monsieur Guillermo aussi. Madame Filotti aussi. Monsieur Alary, pas de nouvelles. Madame Bottagizi présente. Monsieur Rameau est malade. Il est excusé. Il donne son pouvoir à Madame Parizeau. Madame Roupli est excusée. Il donne son pouvoir à Madame Faton. Monsieur Bois, il arrive là. OK. Madame Olbinski aussi. Monsieur Gricourt est présent, Madame Minot présent, Madame Chambaret est présente, Monsieur Hélin est excusé, donne son pouvoir à Madame Chambaret. Monsieur Fischer est présent, Madame Paillard aussi, Madame Chanet-Mosselin présente, Monsieur Bichaillet présent, Monsieur Jaillet présent, Monsieur Nels présent, Monsieur Barbarin est excusé, donne son pouvoir à Madame Maté. Pierre Grosset présent, Madame Maté présent. Madame Trossat est excusée. Maurice Monet présent. André Perrier présent. Madame Bernard présent. Madame Louva présent. Monsieur Issanchou, non, il n'est pas arrivé. OK. Hop. Monsieur Bailly est présent. Monsieur Junier aussi. Madame Lucius aussi. Monsieur Chalumeau aussi. Madame Pion est excusée, représentée par Monsieur Ponard. Monsieur Janier est présent et Monsieur Thomas aussi. Donc, de toute façon, on peut valablement délibérer. Alors, le secrétariat, j'ai pensé à Monique Pion, elle est excusée. Propose Madame Maillard et puis Monsieur Cozo comme secrétaire. Voilà. Je corrige. OK, donc ça c'est vu. Et puis donc on démarre par l'approbation du PV du 26 juin 2025. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Ah si, je n'ai pas vu. Monsieur Thomas. Il faut lui passer un micro. Alors, je rappelle qu'il faut donner le nom quand on démarre une question ou une observation. Oui, c'est exact. Je n'ai pas fait passer le dernier compte-rendu avec effectivement la gouvernance, avec le nom des personnes qui sont au conseil d'administration. Je m'excuse, je répare mon erreur très vite. Donc ça va venir dans les jours qui viennent, on va rattraper ça. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, on passe au vote. Contre? Abstention? Je vous remercie. Alors, maintenant, on passe à l'ordre du jour. La première délibération, ça concerne le rapport d'activité d'Éclat 2024. Comme vous le savez, c'est un passage obligé réglementaire. Tous les ans, on doit faire un compte-rendu de l'année précédente en septembre. Donc, ce document est assez complet. Je remercie les services qui ont fait un gros travail, puisque c'est eux qui produisent ce document. Je
Je rappelle également que c'est une prise d'acte, donc on vous l'a envoyé en PDF un peu auparavant, parce que c'est quand même assez copieux en lecture. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire ou et que vous avez des observations à faire par rapport à ce document. Donc je laisse le débat ouvert s'il y a besoin. Non, je ne vois pas d'observation. Donc si vous êtes d'accord, on prend acte de ce document qui va être qui devient un document officiel puisque c'est notre rapport d'activité pour l'année 2024. Juste à noter quand même qu'on a mis dans le document, vous avez un organigramme et que pour quand même être plus efficace, on a mis l'organigramme qui est à jour, plus que celui qui était à jour le 1er janvier 2024. 24. Alors, on va passer au deuxième document, deuxième dossier. Et là, c'est les statuts du pôle d'équilibre territorial, le PETR. Donc, je pense que tout le monde sait bien à quoi correspond le PETR. On a plus l'habitude de dire le pays lédonien. Donc, on va rapidement vous exposer. C'est une modification des statuts du PETR. On va vous exposer les petites modifications qui sont quand même relativement à la marge, mais il y avait quand même besoin d'ajuster les statuts parce qu'il y avait beaucoup d'évolutions législatives et réglementaires qui n'avaient pas été prises en compte. Il y a aussi des missions qui ont été clarifiées. Et puis aussi la gouvernance avec les compétences et la mutualisation avec les EPCI qui ont été un peu revues. Voilà, donc ce document, le document, vous avez les statuts en annexe. Il a été donc travaillé d'abord au bureau du pays, et ensuite au comité syndical qui l'a voté à l'unanimité. Donc ce que je vous propose de regarder très rapidement ce document sur les points les plus importants. Donc l'article 7 qui rappelle les compétences de l'agglomération. Donc vous avez les compétences principales, c'est la mise en œuvre du SCOT. Donc, je rappelle au passage que le SCOT est actuellement en cours d'enquête publique. Le commissaire enquêteur va sur le terrain faire des réunions publiques et on aura donc en octobre le premier retour du commissaire enquêteur auquel on devra répondre. Et puis, je pense qu'on pourra approuver, si tout va bien, avec les petits ajustements qui seront nécessaires, on devrait pouvoir approuver le SCOT à la fin de l'année, en décembre. Donc ça, c'est un point très important au niveau du pays. L'autre, c'est l'organisation, la concertation et l'animation du débat territorial. Donc ça va un peu avec le SCOT, hein, donc ces éléments-là. Et puis après, il y a tout le travail qui est fait pour le portage à la mise en œuvre des différentes contractualisations, que ce soit avec l'État, avec le CRTE, contrat de relance et de transition écologique, avec la région, c'est le contrat d'objectif territorial, avec le département, avec l'Union européenne aussi, qui est un gros financeur par le programme LEADER et aussi le programme FEADER. Voilà, donc ça, c'est les compétences qui sont exercées par le pays à la place des EPCI. Je rappelle, on a 4 EPCI dans le pays. Bresse-Haute-Seille, Port du Jura et Terre-d'Émeraude, en plus d'Éclat. Et puis il y a une autre intervention du PETR qui est très importante, c'est l'instruction des autorisations d'urbanisme. Je propose à Michel Fischer, qui est en charge de ce document, de ce travail au niveau du pays, de nous en dire peut-être 2 mots. Si vous voulez passer un micro. On a travaillé ensemble au niveau du bureau sur ce document-là.
Oui, oui, bonsoir. Donc, les prestations de services réalisées par le pays, donc il y en a une qui est connue de toutes et tous, donc c'est tout ce qui concerne les actes, l'instruction des actes d'urbanisme pour les communes d'Éclat et les communes également de Bressuot-de-Seille et de Porte du Jura. Donc voilà, c'est un service qui fonctionne au pays avec 6 instructeurs, un service administratif qui travaille pour le compte du pays et qui est financé par les communes en fonction des nombres d'actes. Voilà. Donc c'est un service qui fonctionne, on l'a mis en service depuis 2016. Voilà, ça tourne bien. Ça se passe bien, je pense qu'il y a un bon retour des communes, puisqu'il y a une commission qui, tous les ans, se réunit pour faire le point, pour faire avancer les choses. Et puis, chaque commune paie en fonction du nombre de dossiers qu'il a proposés. Pour ce qui concerne Éclat, c'est Éclat qui finance l'ensemble pour l'ensemble des communes d'Éclat. Un autre article important, je pense, c'est l'article 19, c'est les ressources. Donc les ressources sont quand même essentiellement celles données par les cotisations des EPCI. Donc ces cotisations, vous voyez la phrase, la contribution des EPCI membres du PETR dont le montant est fixé chaque année après concertation préalable avec les dits EPCI par le comité syndical lors du vote du budget primitif. Donc c'est un point important. Les autres 7, elles sont surtout liées à des demandes de concours au titre des subventions habituelles. Donc, comme le programme LEADER qui donne pas mal de contributions en matière de participation à l'ingénierie. Donc, toutes les contributions, elles sont fixées en fonction du montant, du nombre d'habitants de chaque EPCI. Voilà, je pense que c'est les points les plus importants. T'en vois d'autres, Michel? Non, ça va? Donc voilà, donc on change ses statuts. Un point quand même, au passage, je peux quand même dire qu'il y a deux... il est prévu dans les statuts à la fois le Conseil de développement territorial et la conférence des maires. Et franchement, on n'a encore pas mis en place au niveau du pays ces deux organismes. La conférence des maires, ça fait beaucoup de maires là, sur 4 PCI. Ça fait 100 000 habitants à peu près quand même, hein, le pays. Et puis le Conseil de développement, je pense que c'est quelque chose à faire, mais qui n'est encore pas complètement mûr aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces statuts du PETR? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Là, c'est un vote. Il faut approuver les statuts. Qui est contre? Qui s'abstient? En tant que président du pays, je vous remercie. Moi, je ne participerai pas au vote. On va le noter quand même. Merci. Michel, tu ne prends pas part au vote? Ouais, d'accord. OK, et on passe donc au dossier numéro 3, c'est le budget DM, et c'est Pierre Poulet qui nous l'explique. Bonsoir à tous. Donc effectivement, DM numéro 3. Donc c'est des incidences budgétaires et éléments nouveaux survenus depuis la DM numéro 2 du mois de juin. Pour le budget principal en fonctionnement, chapitre 011, 113 000 euros, 078, principalement des études diagnostiques, pour 40 000 euros les détections amiantes, 50 000 sur un diagnostic enseignement supérieur. En 012, charge de personnel, 13 000 euros, c'est des régularisations pour la médecine du travail. Ensuite, on a le virement à la section de fonctionnement pour en assurer l'équilibre. Et puis en vente de produits fabriqués, 60 000 euros, c'est des refacturations interservices qui vont intervenir en cours d'année avec du personnel qui est dans le budget principal, mais qui sera affecté dans les budgets annexes. En investissement, immobilisation incorporelle, 30 000 euros, c'est principalement des études. Chapitre 204, subventions d'équipement versé, 40 000 euros, c'est un supplément à verser sur l'aide à l'immobilier d'entreprise qui vient en complément des 40 000 de l'année dernière, car il y a 2 dossiers qui sont en cours d'étude et qui devraient déboucher d'ici la fin d'année.
En immobilisation corporelle, 152 000 euros, avec notamment du chapitre 23, un glissement du 23 au 21 pour 40 000 euros. Et donc les recettes pour 182 460 qui viennent équilibrer. Je pense qu'on va peut-être prendre budget par budget s'il y a des questions. Non? Pas de questions? Michel? Oui, je voudrais aborder dans l'ADM, on en a parlé en commission finance, mais le diagnostic enseignement supérieur sur le territoire d'Éclat. Donc une somme de 50 578 qui est proposée. Bon, voilà. On n'a pas délibéré sur cette étude. Et puis on en a parlé également en commission. Est-ce que cette étude n'aurait pas été mieux de la faire porter par le pays? Puisqu'il n'y a pas que Éclat, je pense. C'est l'enseignement supérieur, ça porte peut-être plus... il n'y a pas qu'Éclat, quoi. Il y a également les Comcom qui représentent le territoire sur des sujets comme ceci. Voilà, donc est-ce qu'on va délibérer sur ce diagnostic? Et puis, est-ce que le pays ne pourrait pas le porter à la place d'Éclat? Alors, l'étude n'est pas démarrée, hein, donc on inscrit au budget justement pour pouvoir faire l'étude. Alors pourquoi cette étude? Je pense qu'il faut expliquer clairement. Moi, je pense que sur ce secteur-là, moi j'ai constaté qu'on était par rapport à nos collègues d'autres EPCI un peu du même niveau que nous, on est un peu en retard sur ce volet, et notamment l'enjeu de former un maximum de jeunes sur place pour créer des filières locales de recrutement. Il y a des écoles de production qui ont été créées, des académies industrielles de territoire. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faut souligner. Il y a une volonté au niveau national de déconcentrer la carte universitaire, justement, pour permettre aux jeunes d'étudier le plus près de chez eux, sans coût trop prohibitif pour les parents, et puis donc garantir ainsi une égalité quand même d'accès aux études. Sur notre territoire, ça pourrait s'ajouter aux formations existantes, des lycées, le CFA qui fonctionne très bien. Et puis ça s'ajoute aussi aux efforts qu'on fait en matière de loisirs, de sport, de culture. Mais je pense que le point le plus important, c'est que derrière ce document, puisque c'est pour étudier et mettre en place un schéma local d'enseignement supérieur, ce document va permettre de contractualiser avec d'une part la région et d'autre part l'université. Et c'est ce point-là, moi, qui me fait dire qu'il faut qu'on se dépêche de monter ce document, parce que au niveau national, en écoutant ce que dit les intercos au niveau national, hein, puisqu'on est maintenant adhérent, il prévoit de rebâtir un service public de l'enseignement supérieur en renforçant le lien avec les territoires. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit prêt à participer à ce service public de l'enseignement supérieur. Ça sera très bien pour notre territoire, c'est très bien pour les jeunes. C'est pour ça qu'on a un peu accéléré sur la création de ce schéma local d'enseignement supérieur. Voilà, donc là on inscrit au budget pour pouvoir derrière enchaîner et choisir faire avancer le projet le plus vite possible. Alors, j'enchaîne. Budget, assainissement, fonctionnement, c'est-à-dire facturation de personnel entre les différents budgets, assainissement, eau et budget principal. Donc, en 0,12, charge de personnel 185 000 et en recettes sur le même sujet, 98 000. Pour le budget eau, au 0,12, pareil, c'est-à-dire facturation pour 120 000, des recettes pour 292 000 et il y a un complément à la section d'investissement pour 100 000 euros sur le chapitre 20, qui est une réhabilitation d'une usine d'ultrafiltration, et 21, 70 000 pour la sécurisation des champs de captage de Trenal. Donc équilibré pour 160.
Ça a été vu en comité d'exploitation des régies. Des questions? Non. Alors on poursuit. Fonctionnement. Pour le budget annexe transport, donc des charges de personnel, pareil, c'est du personnel qui est dans le budget principal qui sera refacturé au budget annexe transport pour 28 000. Et puis un virement à la section d'investissement pour 28 800. Alors, au niveau investissement, on a des sommes conséquentes pour ce qui concerne le budget annexe transport. En fait, il s'agit d'une régularisation suite à un contrôle qui a été fait en commun avec la direction du Trésor sur la TVA de ce budget. Quand le budget a été monté, il a été monté un budget en TVA. Donc, on récupérait la totalité de la TVA. Et on s'est aperçu l'année dernière, au moment où on était en train de discuter pour la SPL, qu'il fallait qu'on ait un certain seuil de recettes minimum pour pouvoir accéder à cette possibilité de récupérer la TVA. Il fallait en gros qu'on ait 10% du budget en recettes. Or, on ne les avait pas. C'est-à-dire la vente de nos billets ne suffisait pas. Donc, on s'est à la fois rapproché d'eux, et ça tombait bien parce qu'eux, ils nous avaient en ligne de mire. Donc, ça s'est fait en bonne intelligence. Ils nous ont repris sur toutes les écritures de TVA. Donc, on annule toutes les écritures de TVA et on repasse les écritures TTC. Et dans le même temps, on fait une demande de remboursement de FCTVA. Donc, depuis, sur les 3 derniers exercices, plus l'année 2025. Donc, toutes les écritures qui vous sont proposées ici, en fait, reprennent ces annulations et la repassation des écritures normales. Donc, il y en a quand même pour 1 605 000. Et puis, les 28 800, vous savez, c'est la petite part que l'État nous rogne entre la TVA et puis le FCTVA. Voilà. Donc sur l'équivalent de 4 ans, on ne perdra que 28 000 €. Et maintenant, on est d'aplomb avec les services du fisc. Des questions? Non? C'est clair? Merci. Budget OCI en fonctionnement, 65 000 € de charges à caractère général au 011 et 65 500 de ventes à intervenir. En investissement, non, c'est tout ce qu'on a en fonctionnement. Donc on vous demande d'approuver la DM numéro 3. Elle est sur le budget principal et tous les budgets annexes, assainissement, eau, transport, OCI, comme présenté dans les tableaux ci-dessus. Merci Pierre. Des observations, questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Michel? Une abstention. Merci. On passe au dossier 4, c'est la modification du tableau des emplois. Donc vous savez que c'est un passage obligé réglementaire. Donc chaque fois qu'on modifie le tableau des emplois, on doit le proposer au conseil communautaire. Donc on vous propose sur le budget de la régie eau de la création d'un poste d'agent de production eau potable et recherche de fuite d'eau sur le grade d'adjoint technique à temps complet. Et sur le budget principal, en fait, c'est une création-suppression suite à une promotion pour le grade, pour un agent qui a le grade d'assistant d'enseignement artistique qui passe de 2e classe à 1re classe. Et on demande donc de modifier en conséquence le tableau des effectifs et que les crédits sont inscrits au 012 en 2025. Des questions? Non. Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Contre? Abstention? Je vous remercie. Ensuite, dossier 5, c'est le plan égalité femmes-hommes 2024-2027. Donc, c'est une première. C'est une première, effectivement. C'est une obligation légale qu'on aurait dû faire plus tôt en début d'année. Ça rejoint un peu le RSU quand vous avez proposé en début d'année. On a
une stratégie, enfin le plan précise pour la période 2024-2027, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts, notamment sous 4 axes. Je ne reviendrai pas sur l'état des lieux, hein, vous savez, on en avait parlé lors du RSU. On a une majorité d'agents féminins à hauteur de 63%, avec des variétés diverses selon les filières. Donc on a dans ce plan rappelé quand même toutes les compétences, qui fait qu'effectivement on couvre des secteurs d'activité qui sont totalement différents. Quand on parle du sport, de la filière technique, de la petite enfance, de l'administratif, on est sur des schémas qui sont totalement différents. Alors, par exemple, effectivement, dans les crèches, on a une population qui est 100% féminine. Ça va peut-être changer. On a peut-être une possibilité d'avoir un MAM à la maison. Bon, les temps changent. Au niveau de l'accession au poste de direction, eh ben, c'est pareil. Les chiffres qui vous sont proposés dans le rapport datent de 2023. Cette année, on a recruté 2 femmes qui remplacent 2 hommes en tant que directeurs. Donc, le rôle des femmes à l'intérieur des CLA n'est pas outrepassé. Voilà, on en tient compte. Donc, en fonction de tous ces éléments, on va décliner la stratégie sur 4 axes. Alors, le premier, c'est garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade et emploi de la collectivité. Le deuxième, évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le troisième, c'est favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale des agents. Et enfin, traiter et prévenir les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes en interne. Voilà. Alors, tous ces axes, vous l'aurez vu dans le rapport, sont déclinés sous forme d'actions plus particulières. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Thierry Gaffio. Il faut signaler que c'est un gros travail pour les services quand même de faire tous ces récollements. Ce n'est pas tout automatisé. Hein, on n'appuie pas sur un bouton puis le document arrive. Donc c'est un gros travail, mais bon, il est réglementaire et je pense que c'est important de faire le point sur ce volet-là dans nos structures aujourd'hui. Monsieur le Président, Thierry Gaffio. Il faut dire ton nom. Thierry Gaffio, Ville de Lons, et factuellement adjoint aux affaires sociales de la Ville de Lons. Le document qui est présenté est un document extrêmement important. Et comme l'a dit Monsieur le Président et Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, document obligatoire et c'est une première. Donc on va s'en féliciter. De la même façon, on va se féliciter de l'échange qui a eu lieu en comité technique avec les représentants du personnel. On y a passé du temps. Ce n'est pas qu'un document factuel obligatoire, c'est une analyse précise de ce qui se passe dans notre collectivité et dans les collectivités, puisqu'on peut le dupliquer sur la ville et au CCAS, sur les cadres d'emploi, la vie des personnels et l'égalité femmes-hommes. Il y a des données chiffrées, mais au-delà des évaluations quantitatives, on va dire qu'il y a tant de personnes, cadre A, hommes, tant de personnes, cadre A, femmes, pareil, catégorie BC, ça c'est une chose. Mais ce sur quoi il faut approfondir, c'est les analyses qualitatives, celles qui cherchent le pourquoi du comment. D'aller au contact des personnels, et ça, et l'employeur le fait, et le représentant du personnel le font, et ensuite il y a un débat et une recherche à la fois de constats et de solutions. Et puis, il y a une analyse qui correspond à la réalité de la collectivité au-delà. Alors, une première. Dans les métiers de nos collectivités et d'ECLA, les professions médico-sociales et d'éducation, ce sont des professions très féminines. Le constat, c'est qu'il y a hautement besoin de revaloriser, alors là, on va parler au niveau national, ces professions,
les revaloriser de façon des salaires, mais aussi de la reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait tourner la machine pendant la crise sanitaire, elles étaient très nombreuses dans les services et au-delà. La deuxième chose, c'est que sur les déroulements de carrière, l'accès à la formation, nous avons des éléments dans la complexité qui a été expliquée par Monsieur le Président, mais sans doute qu'on aura besoin d'y regarder de plus près. Comment sont faites les propositions de formation? À qui? Qu'est-ce qui est un facteur facilitant d'un départ en formation? Ou au contraire, qu'est-ce qui fait qu'une salariée en particulier ne choisira pas de partir en formation? Et qu'est-ce qui coince? Les déplacements, l'éloignement et évidemment la conciliation entre vie professionnelle et familiale. Et si on se pose cette question-là après, qu'est-ce qu'on fait? Comment la collectivité peut-elle accompagner des salariés EES si elle rencontre des difficultés d'organisation dans les différents aspects aux différents moments de la vie d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année? Donc on en est au début et c'est extrêmement intéressant. Sans doute qu'au fil des années, nous aurons dans ce domaine comme dans d'autres qui touchent l'ensemble de l'observation des ressources humaines, du fonctionnement des ressources humaines, à travailler sur des domaines particuliers qui nous permettront au fil des années et le plus rapidement possible d'affiner notre connaissance des problématiques et puis surtout d'être plus accompagnateurs et sans doute plus présents pour réellement progresser encore dans l'égalité femmes-hommes au travail dans nos services publics. Merci. Alors, on voit bien qu'on on est sur un document qui fait 2024-2027 avec des axes de travail, hein, donc, que Pierre a cité tout à l'heure. Et donc, on doit prendre acte au niveau de notre conseil communautaire pour ce document que vous avez avec vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, on considère qu'on a pris acte de ce plan égalité femmes-hommes 2024-2027 avec ces 4 axes. On passe au dossier 6. Là, c'est la convention de participation mutuelle santé. C'est Pierre qui vous explique. Au mois d'avril, on vous avait proposé une convention de participation pour désigner la ville de Lons en tant que porteur du projet à la fois pour la ville, pour Éclat et pour le CCAS sur une prestation mutuelle. On a donc fait nos appels d'offres sur lesquels on a bien, enfin les entreprises, les candidats ont bien répondu. On a eu beaucoup de travail aussi, comme le soulignait Thierry tout à l'heure, avec le CST, les partenaires sociaux. On a fait de multiples réunions pour arriver à départager les candidats. Et il ressort que sur les 2 hypothèses et la partie financière, c'est donc la mutuelle Amélis qui obtient la note la plus élevée. Donc, Amélis, comme tous les autres, propose 3 formules au niveau des remboursements, un niveau de base, un niveau renforcé et un niveau supérieur, avec bien entendu des tarifs qui sont à l'avenant. Et la solution, l'hypothèse qui a été retenue, c'est une tarification adaptée pour les actifs et non pas un melting pot par famille où on prend les enfants, les adultes et les retraités qui allaient défavoriser les plus jeunes. Donc on a tous été d'accord pour retenir ces formules. Je vous rappelle que ça sera donc à effet du 1er janvier 2026 et qu'on a maintenu la participation d'Éclat à hauteur de 20 € sur ces différents contrats par agent. Voilà. Donc on vous demande de retenir la proposition d'Amélis
d'approuver la convention de participation qui permettra aux agents d'adhérer à la mutuelle santé et d'autoriser le président à signer la convention de participation et le contrat collectif. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry. Sur le côté. Voilà, Thierry Bailly, l'Étoile. Une question de la commune. Nous avons eu le conseil municipal hier soir. Nous avons aujourd'hui sur 9 agents 3 qui sont adhérents de la MNT, donc aujourd'hui une mutuelle qui est labellisée. Les autres ne le sont pas. Donc la question, est-ce qu'éventuellement, dans l'avenir, les agents des communes membres d'Éclat pourraient bénéficier, pourquoi pas, du contrat de groupe avec Amélis? C'est une question qu'on n'a pas abordée dans nos travaux. On peut regarder, effectivement, ça pourrait être quelque chose. On a bien le droit, les communes, on a bien le droit d'adhérer au centre de gestion. Hein? Donc, à la limite, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il faut passer des conventions. Il faudrait voir sous quel format légal, administratif, une commune peut bénéficier de ce qui a été négocié au niveau conseil, enfin Éclat. Il faudrait qu'on fasse une analyse juridique, je pense, avant de pouvoir dire que c'est OK ou pas, quoi. Voilà, c'est la balle est dans le camp des gens qui réfléchissent et qui on va travaillent. le faire, Merci. on va le faire. C'est une bonne idée, on va le faire. S'il n'y a pas d'autres questions à passer au vote, qui est contre, qui s'abstient. Ah, pardon. Je n'ai pas vu Sophie Olbinski. Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. J'avoue que je ne comprends ni la question ni la réponse. Pour ceux qui nous écoutent et pour les élus au sein de cette Assemblée, je voudrais que l'on reformule de façon précise l'objectif et le fonctionnement de ce qui va être décidé dans un instant. On prend le cas d'un agent Éclat qui souhaite donc adhérer au contrat Amélis. Il en a la liberté, on est d'accord? Tout à fait d'accord. S'il est assuré auprès de la MNT et qu'il souhaite conserver son contrat au sein de la MNT, est-ce qu'il en a le droit ou est-ce qu'il est obligé d'adhérer à Amélis? Je voudrais vraiment que ceux qui nous écoutent, et notamment les agents, aient cette réponse précise. Alors, on a beaucoup communiqué à la fois avec les responsables du personnel et les agents. Ceux qui veulent adhérer, ceux qui ont une mutuelle, qui veulent adhérer, il n'y a pas de problème. Ils vont, à partir du mois d'octobre, résilier et adhérer au contrat. À partir du moment où ils adhèrent au contrat, ça leur donne le droit d'avoir notre participation de 20 €. D'un autre côté, s'ils préfèrent garder leur contrat nominal, ils le peuvent. Mais comme on a un contrat de groupe, ils ne pourront pas prétendre à la participation des 20 €. Voilà. C'est la seule différence. Et puis, il y a ceux qui voudront ne pas avoir de contrat. Il y en a à l'heure actuelle. Hein? Mais le choix est libre. On a quand même fait un peu les calculs au niveau avec les représentants des salariés. Ils ont quand même tout intérêt à passer par le contrat groupe. En gros, ça va entre la participation et les prix qui ont été négociés. On a vu l'exemple pour quelqu'un qui a la cinquantaine. Il paye environ 97 ou 98 € pour lui individuellement. Avec le contrat, avec les mêmes conditions, si je ne me trompe pas, Thomas, il tombe à moins de 50 €. Donc c'est quand même un plus appréciable au niveau des agents. Mais ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent garder leur contrat, ils le peuvent. Mais par contre, ils ne pourront pas avoir la participation de 20 €. Donc, si je reprends la question de notre collègue, maire de l'Étoile, tu évoquais le cas des agents qui étaient à la MNT. Et, oui, les agents communaux, bien sûr. Les agents communaux, bien sûr, qui étaient assurés auprès de la MNT. Et ta question, c'était, est-ce qu'eux pourront prétendre à l'aide des 20 €, c'est ça?
Non, c'est bénéficier du contrat d'éclat, hein, j'ai Voilà. bien compris. Voilà, c'est bien pouvoir ça. bénéficier du contrat d'éclat, mais vous le traiterez en interne, en fait. Bien sûr, voilà. Voilà. Nous, on avait fixé aux 15 € minimum, mais sur les 9 agents, il y en a 6 qui ont des mutuelles par leurs conjoints et autres, qui ne bénéficieront pas de notre aide communale, puisqu'elles ne sont pas dans la liste des mutuelles habilitées. Enfin, agréées. C'est pour cette raison que je ne comprenais pas la réponse qui était apportée à ta question. Voilà, merci à vous. Oui, parce qu'en fait, on est bien d'accord, l'appel d'offres qu'on a lancé ne concernait que 3 collectivités. On n'avait pas étendu à l'intérieur d'Éclat la possibilité que les communes puissent adhérer. Puisque pour les communes, toutes les communes avaient eu l'offre du centre de gestion. Voilà. Oui. Le problème du centre de gestion, c'est qu'effectivement, au départ, ils ne pouvaient pas quantifier quels allaient être le nombre d'adhérents. Alors que nous, on avait, je ne vais pas dire qu'on s'est engagé, mais on avait déjà une idée du nombre d'adhérents qui pourraient sortir de nos 3 collectivités. Donc effectivement, quand on représente un certain poids, bah, les mutuelles font des efforts, c'est clair. Mais on va regarder au niveau juridique comment on peut le faire. Ça veut dire qu'il faudrait étendre, faire des avenants par la suite. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il faut qu'on revoie tout ça. Mais on se repenche sur la question et puis on revient t'amener des réponses. Et puis on le fera passer à toutes les autres communes. Philippe Monsieur Grécourt. Merci, Philippe Grécourt-Lens. Dites-moi, les 3 collectivités sont lesquelles? La ville, Éclat, CCAS. Ah, d'accord. Et est-ce que les communes d'Éclat, on leur a rien demandé? Ben, non, parce qu'en fait, le contrat était d'abord pour nos collectivités. Oui, oui. Hein. Alors après, c'est là où au niveau juridique, il faut qu'on se renseigne. De toute façon, on va voir ça avec notre conseil, il faut qu'on voit aussi avec la préfecture, et puis surtout avec celui qui a obtenu le marché, s'il accepte d'étendre ça aux communes qui voudraient bien adhérer. Et après, il faudra passer des conventions. Bon. Mais on peut leur poser la question. Oui, Madame la maire de Messiac. On dit sur ce que tu viens de dire, Pierre, sur nos collectivités. Oui, alors. Parce qu'on est quand même une commune qui fait partie de la collectivité d'Éclat. On est d'accord. Quand je dis nos collectivités, c'est les agents qu'on gère à l'intérieur d'Éclat. Donc en fait, on en a 3 parce qu'on travaille aussi avec la ville et le CCAS et ça nous fait un poids. Mais effectivement, on gère d'abord nos agents, on ne gère pas les agents des communes pour le moment. Donc, on n'a pas autorité sur les agents des communes, que sur les nôtres. Et là, on répond à un besoin en tant qu'employeur, auquel on doit faire face au 1er janvier. Simplement, en termes de coopération intercommunale et d'intercommunalité, dit Éclat, ok, les agents Éclat, les agents CCAS et Ville de Lons. Ville de Lons, et il y a 31 autres communes qui auraient pu être consultées et bénéficier du même dispositif. Voilà, c'est sur une question de principe. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu une délibération le 3 avril 2025 que vous avez dû voter, où on a décidé de la procédure de mise en concurrence, et ça a bien été expliqué, c'était pour la ville de Lons, pour le CCAS et pour la communauté de communes. À ce moment-là, aucune commune a dit « je ne veux participer à cette action ». Donc ils n'avaient pas compris, je pense que ça a été relativement clair quand même. Voilà, je pense que la délibération du 3 avril 2025, elle était assez claire par rapport à ça, par rapport au périmètre de la procédure. C'était un groupement de commandes à frais. C'est vrai qu'on pourrait imaginer d'avoir un groupement de commandes avec plus de collectivités à l'intérieur de ce groupement de commandes. Par contre, on va regarder si par avenant on peut se raccrocher.
pour les communes qui le souhaiteraient, et puis on vous tient au courant si c'est possible de le faire. En attendant, il faut qu'on approuve cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix? Monsieur Barthelet va préciser encore. Oui, président Thomas Barthelet, Ville de Lons, adjoint au personnel. Et je me permets quand même, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une interprétation que la ville et l'agglo fassent des choses. Quel est le contexte aujourd'hui? On a des services mutualisés. On a une direction des ressources humaines, une direction des finances communes pour la ville-centre, donc Lons qui a un certain nombre d'agents, et l'agglo qui sont dans les mêmes bureaux. Donc, depuis de nombreuses années, cette mutualisation est en place. Et ce qu'on a continué à s'efforcer de faire aussi pendant ces dernières années, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence de traitement entre deux agents qui sont à un bureau d'écart. Et donc de faire en sorte que les politiques RH d'Éclat, qu'on délibère ici, et les politiques RH de la ville de Lons, que l'on délibère au conseil municipal de Lons, soient à peu près les mêmes. Pour que, voilà, encore une fois, que deux agents qui font des fois, et même quand on est ces dernières années, on a changé un certain nombre de choses, mais on avait des agents qui étaient dans le même service, mais qui avaient pour 3 employeurs différents. Donc il y avait des agents qui étaient employés par le CCAS de la ville de Lons, des agents qui étaient employés par la commune de Lons, et des agents qui étaient employés par Éclat et qui étaient dans le même service, qui étaient collègues, qui faisaient les mêmes missions. Donc ça, on a globalement changé, mais c'est pour dire que ces fameuses 3 collectivités dont on parle tout le temps, c'était 3 porteurs juridiques de gens, d'êtres humains, qui en fait faisaient des missions pour le bassin de vie dans le même bureau. Donc ça, voilà, donc il y a eu ce travail-là pour clarifier quand même un petit peu les collectivités, mais on a gardé dans tous les cas l'esprit de dire il faut que dès qu'on propose quelque chose à l'ensemble des agents, il faut qu'on fasse un peu la même chose à l'ensemble des agents. Donc c'est pour ça que tout ce qui est fait avec donc à chaque fois des groupements de commandes, des dialogues. Le dialogue social, il y a quand même 2 dialogues sociaux différents, mais ils ont lieu dans la même demi-journée. On essaie de s'harmoniser. Quand c'est pas harmonisé, on essaie de se revoir, de discuter, pour que, encore une fois, il n'y ait pas de divergence, qu'on parle vraiment de gens qui sont au même bureau, même immeuble, etc. Maintenant, si demain, on peut se dire que il y a un intérêt à élargir et à faire en sorte que le service RH mutualisé, ville-centre et agglo propose d'autres choses comme le ferait le CDG, mais à l'échelle de l'agglomération. Ça, c'est un autre projet, quelque chose qui peut être fait, et c'est un élargissement, mais ce n'est pas aujourd'hui le mandat actuel qui a été fait à la communauté d'agglomération. Et ce n'est pas non plus le mandat qui a été donné au service RH. Mais en effet, ça pourrait s'envisager à terme. Mais voilà, il n'y a pas eu sur cette opération de dol ou de quelque chose. On est juste dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, essayer de garantir l'homogénéité de ce qu'on offre comme conditions de travail à l'ensemble des agents qui travaillent au 44e mairie et dans les services annexes. Merci. De toute façon, on va regarder cet élément-là. Je pense que c'est quand même intéressant de le regarder. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe au dossier 7. C'est les projets d'ombrière. On avait parlé au début de l'année. Pierre Grosset. Oui, Éclat donc, a décidé la mise en place d'ombrières photovoltaïques sur le parking du centre Aquarelle. En février 2025, quand elle a désigné un maître d'œuvre pour un montant fixé forfaitairement à 37 303 € hors taxe. Dans le cadre des études qui ont été réalisées donc par le SIDEC, le montant des travaux du projet est estimé au stade de l'AVP à 908 274 € hors taxe et 1089 928,80 TTC. Il convient aujourd'hui de valider le montant des travaux au stade AVP et d'arrêter le montant définitif du forfait de rémunération du maître d'œuvre. Le forfait de rémunération n'a pas évolué. Monsieur Gricourt qui n'en a pas. Non, c'était Christophe Bois. Justement, j'ai entendu dire que les forfaits de rémunération baissaient.
Et à l'instant, avant que je pose la question, Monsieur le Président, vous dites que ça n'a pas évolué. Le prix du kilowattheure est inchangé, donc du coup en achat. On avait voté le 6 février 2025 pour 37 303, et là on est toujours à 37 303, donc le montant n'a pas évolué. Ouais. Ça c'est le coût de la maîtrise, le forfait de rémunération maître d'œuvre. Oui, d'accord, non mais je pris le prix d'achat du kilowattheure. C'est le prix d'achat du kilowattheure qui aurait baissé. Là, c'est le forfait de rémunération du maître d'œuvre pour faire le chantier des ombrières. Il faut être précis. Oui. On va construire les ombrières et on a pris comme maître d'œuvre le SIDEC qui va faire la construction. Et ensuite, l'électricité, on va l'utiliser, mais en autoconsommation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, pardon. Juste pour être bien sûr, il me semblait que la dernière fois qu'on avait voté sur cette délibération, enfin en tout cas sur le projet, on parlait de revente. Il me semble. Non, on est surtout axé, c'est le travail qui a été fait maintenant avec l'autoconsommation. On sait que depuis quelques années, la revente n'est plus valable et que par contre, le but, on se rappelle que le but était effectivement de diminuer les coûts de fonctionnement d'énergie sur la piscine. Donc, en faisant l'autoconsommation, effectivement, on va baisser les coûts de fonctionnement. C'est des calculs qui ont été réalisés par le SIDEC. Voilà. Oui, c'est bien ce qui me semblait, mais voilà, la dernière fois, j'étais un peu surprise sur ce point. Mais très bien, si on autoconsomme, c'est très très bien. Alors, il peut en rester peut-être à la marge qui peut être revendue, mais ça sera à un prix très bas et c'est parfois plus compliqué. L'avantage, c'est que c'est juste à côté de la piscine et que la piscine est un gros utilisateur, notamment en période estivale. Donc, c'est tout l'intérêt du dispositif. On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur, une voix contre. Et qui s'abstient? Merci. C'est Patrick Nels qui prend le relais pour... on fait une demande de subvention au conseil départemental pour gérer les sentiers du PDIPR. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous emmener vous promener dans le Jura. Donc, c'est une demande de subvention au conseil départemental du Jura pour la gestion des sentiers inscrits au PDIPR. Donc, PDIPR, c'est le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée qui concerne à peu près toutes nos communes, puisqu'on on a tous ces sentiers. Donc c'est un plan qui s'est concrétisé par la mise en œuvre de la signalétique directionnelle de randonnée, l'entretien et le balisage des itinéraires, et que là a défini un nouveau programme prévisionnel d'intervention pour les années 2025, 26 et 27, présenté aux membres de la Colorando d'Éclat, c'était le 8 juillet 2025. Ce programme il porte sur 3 points. La poursuite de travaux annuels d'entretien de balisage des sentiers, y compris le renouvellement du mobilier dégradé. Dans le mobilier, on parle également aussi des plaques, parce que ça arrive souvent que des plaques soient ou arrachées ou cassées, malheureusement. La mise en place d'une signalétique d'accueil au point de départ et de randonnée, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément dans tous les points de départ ces signalétiques, donc ça va être remis à jour rapidement et c'est déjà en route. La sécurisation des sentiers sur le secteur de Conliège, Baume-les-Messieurs et Montaigu. Et là, il y a un gros travail, comme vous le savez peut-être, parce qu'il y a des glissements de terrain, il y a beaucoup d'accidents, malheureusement, sur le secteur de Baume-les-Messieurs. Et Montaigu, il y a une route qui est un sentier qui est plus guère praticable, donc il y a un gros boulot à réaliser. Donc ce travail, comme vous le savez, on en a déjà parlé, c'est effectué en majeure partie par Agathe Paysage, accompagné également par le service commun, qu'on dit toujours du Val-de-Sorne, mais le service commun, et éventuellement avec l'intervention de prestataires si besoin. Je reviendrai là-dessus parce que je voudrais quand même repréciser des choses. Donc, pour mettre en œuvre ce programme d'intervention, Éclat peut solliciter auprès du conseil départemental du Jura une subvention au titre de la politique départementale du PDIPR. Le département du Jura apporte son soutien sur le volet entretien et balisage à raison de 50%. Des dépenses éligibles plafonnées à 20 € km par an. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Sur la base du kilométrage de sentiers inscrits au PDIPR. Sur le volet aménagement et valorisation, à raison de 50% des dépenses éligibles plafonnées à 9 000 € hors taxes par an. Donc on propose un plan de financement, entretien de balisage 2025, 26, 27, coût total
94 383,53, donc divisé par chaque année 2820. Et donc c'est la demande demandée à chaque année au conseil départemental. Et l'aménagement et valorisation, 19 000 total, 19 068,62. Donc on demande au conseil départemental 9 534,31. Donc je voulais dire, avant que vous votiez, si vous voulez voter, avant que vous voulez voter, c'est que je crains qu'on soit amené à représenter, peut-être pas dans l'année 2025, mais peut-être dans l'année 2026, quelque chose à ce niveau-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir la dégradation des sentiers qu'il peut y avoir, et un gros travail de bûcheronnage qui va peut-être devoir se réaliser. Donc il se peut que dans l'année 2026, on retravaille une demande de subvention ou une demande de financement pour payer les bûcherons professionnels qui seront amenés à devoir intervenir sur nos sentiers. J'espère que non, mais c'est pour vous prévenir que vous ne soyez pas surpris que bien qu'on vote pour un budget aujourd'hui, on soit obligé de demander quelque chose d'autre dans quelques mois. Voilà. Donc, pour conclure, donc, le Conseil communautaire, après délibération, approuve le programme prévisionnel d'intervention relatif à la gestion des sentiers, valide le budget prévisionnel relatif à des actions pour un montant global de 113 452,15 € sur 3 ans et le plan de financement correspondant, dit que les crédits seront inscrits au budget annuel afférent, sollicite auprès du département du Jura les aides financières à leur taux maximal. Et puis juste un petit peu pour vous dire la totalité des kilomètres que ça représente, donc en type de sentier, le GR et les autres réseaux du sentier, il y a 282 km. Les sentiers qui sont petits sites VTT et les suppléments échappés jurassiennes et tout, il y a 170 km. Et itinérance Jura du Grand 8, ça fait 50 km. Vous voyez, ça représente un nombre de kilomètres quand même assez important à entretenir. Donc, voilà. Donc, au kilomètre, ça ne fait pas très cher, mais c'est quand même important. Et je crois que tout le monde se ravit d'avoir des sentiers de randonnée de qualité qui favorisent, parce que c'était quand même un des premiers moyens de communication avant le téléphone et le courrier, donc qui favorisent un peu les échanges. Le président. Merci Patrick. Thierry Bailly. Oui, donc une remarque. Sur les panneaux d'accueil, donc au départ, en effet, celui de l'étoile, sans doute comme beaucoup d'autres sur le secteur, est illisible. C'est-à-dire depuis de longs mois déjà, j'ai fait des photos que j'ai envoyées à Jean-Philippe pour lui montrer que depuis plus d'un an de sûr, ce n'est pas la peine de regarder le panneau parce qu'on ne voit absolument plus rien. Et puis, il y aura aussi nécessité, puisque durant on va dire, les quelques années qui viennent de passer, il y a eu des modifications un petit peu des tracés, alors qui ont été modifiés parce que certains propriétaires ne donnaient plus l'autorisation et qu'il faudra aussi revoir la cartographie avant peut-être de refaire les panneaux. Voilà, c'est une remarque et une alerte pour ceux qui travaillent sur le dossier. Tu as totalement raison, parce qu'en effet, on se trouve avec des difficultés parfois liées à des glissements de terrain qui obligent à redessiner le sentier, mais également ce que tu viens de dire, avec des propriétaires qui ne supportent plus qu'il y a du passage sur leur terrain et qui t'obligent en effet à changer ça. Donc il y a d'autres situations, on en parlera peut-être plus tard, mais enfin il y a en effet. Et quant à la qualité des panneaux, en effet, on est en train de revoir en effet quelle qualité de panneaux on met pour qu'ils puissent être le plus durable possible et qu'ils soient lisibles le plus longtemps possible. Et le boulot, ça va être en effet, dans le budget, c'est aussi l'entretien de ces panneaux. Ce n'est pas seulement la pose, c'est l'entretien dans la durée. Voilà. Et une autre petite remarque, voilà, c'est par rapport aux touristes en effet qui arrivent. Généralement, ils viennent à la mairie quand c'est ouvert et ils nous demandent la carte, sauf qu'on n'a pas la carte. Donc là aussi, alors on les renvoie en disant l'office de tourisme intercommunal. Simplement, voilà, on réfléchira peut-être avec les gens de l'office de tourisme pour avoir en dépôt éventuellement quelques cartes à vendre. Je crois qu'il doit y avoir 2 cartons de cartes. Ouais. Il doit y avoir 2 cartons de cartes dans le bureau de Céline Roux et d'Éric. Donc je pense qu'il y a moyen de ramener des cartes à toutes les communes. Voilà, enfin, c'est une demande qui est récurrente de la part des gens qui se garent et qui partent depuis la commune. Et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par les collègues. Ok, merci Thierry. Il n'y a pas d'autres observations. Enfin, il faut quand même bien avoir en tête que tous les kilomètres de chemin de randonnée au coût d'entretien ne sont pas égaux quand on descend depuis
depuis le belvédère de Cranceau jusqu'à Baume, au niveau entretien, c'est assez lourd. C'est sur Baume-les-Messieurs. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et c'est Hervé qui prend le relais pour Gevinger, cette fois, le PLU. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'approbation de la modification de droit commun du PLU donc, de Gevinger, comme on le fait traditionnellement pour toutes les communes. Donc, par délibération, le conseil municipal de Gevinger a sollicité Éclat afin de procéder à une modification de droit commun de son PLU pour mettre en compatibilité le PLU de Gevinger avec les orientations du SCOT. Donc, elle a été engagée par arrêté du président donc en date du 17 février 2025. Ces modifications n'entrent pas dans le champ de la révision générale et vont permettre d'adapter les règlements écrits et graphiques ainsi que le tableau des surfaces présenté dans le rapport de présentation. Le projet de modification a fait l'objet d'une notification auprès des personnes publiques associées et auprès de la MRAE, qui est la mission régionale d'autorité environnementale, conformément à l'article du Code de l'urbanisme R104-12. Cette dernière, donc MRAE, a validé par avis tacite que la procédure n'était effectivement pas susceptible d'entraîner des impacts notables sur l'environnement. C'est ça qui est important. Donc le conseil communautaire est donc invité à confirmer sa décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la procédure de modification de droit commun du PLU. L'enquête publique s'est déroulée donc, aux dates qui sont notifiées. L'avis du commissaire enquêteur est favorable, ainsi que celui des PPA. Des remarques ont été portées par les personnes publiques associées. Et suite au procès-verbal du commissaire enquêteur et les différentes remarques, le dossier sera adapté sur le point suivant, ce qui est le règlement écrit et graphique avec la création de la zone UB indice C à l'article 11 pour maintenir le caractère architectural de certains bâtis traditionnels concernant le secteur du Carouge dont la zone est passée de UA à UB. Donc, vu le CGCT, vu le Code de l'urbanisme, vu le plan, le PLU, vu le transfert de compétences, la délibération du conseil municipal, l'arrêté du président, le deuxième arrêté du président en date de juin 2025, l'avis favorable rendu par la MRAE, vu les observations, les avis émis et la délibération du conseil municipal de Gevinger, et entendu les conclusions du commissaire enquêteur, considérant que les résultats de la dite enquête publique justifient une rectification du PLU modifié comme listé ci-dessus, considérant que le PLU de Gevinger modifié tel qu'il est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé, entendu l'exposé que je viens de vous faire, le bureau exécutif élargi du 8 septembre, si vous en êtes d'accord, émettra un avis favorable. Non, le bureau exécutif a émis, un avis favorable. Donc, on vous propose, après délibération, de confirmer la décision et de ne pas soumettre la modification de droit commun de Gevinger à enquête à évaluation environnementale et d'approuver la modification du PLU telle qu'elle apparaît au dossier annexé à la présente délibération. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce dossier. Donc, président. Monsieur le maire, ça va? C'est bon? Rien à dire? Oui, c'est bon. On va passer au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va pouvoir faire l'enquête donc à Gevinger. Ah ben tu prends pas part au vote, monsieur le maire de Gevinger. Le dossier 10, Hervé. Donc le deuxième dossier qui n'a rien à voir là, c'est sur le numérique concernant donc un avenant à la mission d'Actan à Éclat pour la maîtrise des infrastructures, notamment sur la RODP. Donc, une mission a été confiée donc, par Éclat en 2024 à la société Actan pour mettre en place le cadre administratif, financier et organisationnel permettant de maîtriser les réseaux télécoms sur le territoire des communes. Donc, il y a un important travail qui a été réalisé jusqu'à ce jour pour les communes, qui permet de déterminer qu'Éclat va pouvoir obtenir avant fin 2025 des recettes financières nouvelles. Moi, je tiens, ce n'est pas marqué dans la duration, mais à souligner le travail qui a été notamment réalisé par Jean-François Yel par rapport à ce dossier-là en appui d'Actan. Ce travail a cependant été plus long que prévu
est usuellement dans ce type de mission pour être mis en œuvre, en particulier tenant compte des délais de réaction des opérateurs, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce décalage dans le planning induit une difficulté pour le bureau d'études, ne permettant pas la mise en œuvre des récupérations de redevances aussi rapidement que normalement de ce type de mission, et donc ne permettant pas de couvrir le travail réalisé par une rémunération. Donc il vous est proposé que ce problème sans responsabilité d'Actan rend donc nécessaire de prévoir un avenant à la convention pour pouvoir payer 8 jours de travail à Actan et prévoir une prolongation de 6 mois du délai de réalisation. Donc dans la convention, qui est une convention de 24 mois, on peut aller jusqu'à 12 mois de prolongation. Donc là, on partirait sur 6 mois de réalisation. Le montant, ça ne change rien au montant de rémunération de la société Actan, donc qui est prévu en TTC à 43 200 €. Simplement, le délai de réalisation de la mission donc, est augmenté de 6 mois, donc on est à 30 mois. Les modalités de rémunération d'Actan pourront donc être modifiées comme suit. Le montant maximal de rémunération reste inchangé, c'est-à-dire 36 € hors taxe, soit 43 200 € TTC. Une rémunération sur le travail à l'avancement de la mise en œuvre pour 6 080 € hors taxe, soit 7 296 €. La rémunération globale sur les résultats est donc diminuée, donc effectivement de ces 6 080 € hors taxe, et passe donc à 36 000 € hors taxe, soit effectivement 35 904 € TTC. Les conditions de rémunération de cette partie de rémunération restent inchangées sur la base de la description dans la commande initiale du 9 juillet. Rien ne change sur la rémunération, simplement il y a une prolongation, il y a une avance à une prolongation de 6 mois. Donc le bureau exécutif élargi du 8 septembre a émis un avis favorable. Il vous a proposé, après délibération, donc la mise en œuvre de l'avenant précité à la mission Actan, d'autoriser le président à mener des actions, à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cet avenant, et de dire que les modifications éventuellement nécessaires seront mises en œuvre dans le budget des années 2025 et suivants. J'ajouterai simplement par rapport à ça que je souhaite, rencontrer la société Actan pour pouvoir vous donner un bilan précis, effectivement, des choses qui ont été faites. On va travailler sur ce dossier avec Jean-François prochainement. Et donc, il y aura une information à l'ensemble des communes, soit lors d'un conseil communautaire, soit effectivement par transmission à chacune des communes. Voilà, Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Et là, le micro. Oui, pardon, excusez-moi. Deux remarques. La première, j'ai été un peu surpris que notre collègue Hervé, qui ne nous a pas habitués à ça, a soudain des pudeurs de jeune fille, et j'aimerais bien qu'il nous dise, je le cite, on va pouvoir obtenir avant 2025 des recettes financières nouvelles. J'aimerais bien qu'ils nous disent à combien s'élèvent approximativement ces recettes financières nouvelles, qu'on puisse les comparer avec le montant de la facture du cabinet, 440, combien 400, enfin, voilà. Enfin, beaucoup cher. La deuxième remarque, elle concerne plus généralement les relations que Eclat entretient avec ses contracteurs. En l'occurrence, moi, je suis allé voir le dossier Internet d'Actan, qui semble se présenter comme un super cadeau. C'est vraiment la société la plus extraordinaire, ce qui est bien normal, puisque c'est elle qui en parle. Mais il n'empêche que cette société Actan, elle a contracté avec Eclat un contrat au bout duquel, au bout de 20 mois, elle s'oblige à des résultats. Alors tout d'un coup, elle nous dit « Ah oui, mais pour des raisons qui ne sont pas le fait d'Actan, elle ne peut pas conclure son contrat, elle ne peut pas remplir son contrat dans ce délai de 20 mois. » Mais nous, Eclat, ça ne nous regarde pas. C'est Actan qui s'est engagé à quelque chose. Et alors, comme Actan n'a pas réussi à faire dans le délai qui était contractuel, elle nous demande, cette société, elle nous demande une prolongation de son contrat, et dans le même temps, elle nous demande une avance sur salaire.
Bon, moi je suis non, je dis le contrat est ce qu'il est. Actan, qui se prétend un supercador, s'est engagé à faire quelque chose, eh ben, il s'est engagé à faire quelque chose. S'il n'est pas capable de le faire dans les temps, eh ben, ma foi, éventuellement appliquons-lui des pénalités, et en tout cas, je ne vois pas pourquoi on devrait lui payer quelque chose d'avance. Il n'a pas respecté son contrat, il n'a pas fait le travail qu'il s'était engagé à faire, je ne vois pas pourquoi c'est Éclat qui doit s'en occuper. Voilà, merci, et excusez-moi d'être un peu virulent, mais je trouve que trop souvent, les contractants, se dégagent de leurs responsabilités un peu facilement, et que la bonne fille dit « Ah bah oui, il faut comprendre ». Non, il n'y a pas de raison qu'on comprenne, ce sont des professionnels, nous on est une collectivité sérieuse, et ben, chacun respecte ses engagements. Bien, Jean-Paul, ma pudeur de jeune fille m'empêche de te donner les montants. Parce qu'effectivement, si Actan demande la prolongation aujourd'hui, moi j'ai fait faire une étude juridique par rapport à cette chose-là, parce qu'il y a effectivement des éléments, et c'est pour ça que je vous ai dit que je voulais les rencontrer pour pouvoir vous donner des éléments précis assez rapidement. Donc là, juridiquement, la demande est motivée par une imprévision dans les délais de réponse des opérateurs qui conduit également à proposer l'allongement de la durée totale de la mission. Voilà juridiquement la chose. Aujourd'hui, on a signé effectivement une convention avec eux qui dure sur 24 mois et qui peut aller jusqu'à 36 mois. Donc on n'est pas au terme, effectivement. J'entends parfaitement ce qui est dit. J'ai moi-même parfois quelques interrogations sur le fonctionnement. C'est pour ça que j'avoue très franchement que ce n'est pas un dossier que j'ai véritablement suivi, parce qu'il y a plein d'autres choses et que la mission se déroulait jusqu'à ce jour. On n'est pas au terme de la mission. Donc effectivement, je laissais un peu les choses se faire. Jean-François a travaillé avec eux par rapport effectivement à tout ce qui est du domaine du SIG pour retrouver les réseaux. Il y a un vrai travail, je dirais presque d'archiviste par rapport à ça, parce qu'il faut retrouver des réseaux qui ont été construits dans les années il y a 20, 30 ou 40 ans, donc il faut aller rechercher quand même les documents. Donc tout ça se met en place, mais effectivement, il y a un retard de paiement de la part des opérateurs. De toute façon, là où je veux être précis aussi, c'est que dans la convention qu'on a signée avec eux, il y a une chose essentielle. Là, ils demandent une avance, mais ils ne seront payés, en fait, en dehors de l'avance, ils ne seront payés que sur le résultat. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de résultat, bon, il y a l'avance, mais de toute façon, l'avance sera largement couverte de toute façon par les résultats qui vont arriver. Mais si on n'a pas l'intégralité des résultats tels qu'on devrait les avoir, effectivement, parce qu'il y a des pourcentages, leur rémunération, elle est liée à des pourcentages effectivement de rémunération des collectivités, que ce soit les communes ou que ce soit Éclat. Si effectivement on n'arrive pas à ça, ils ne seront pas payés. Ça c'est clair, c'est le paiement, il se fait au résultat. Donc je m'engage moi à vous donner le maximum d'informations par rapport à ça, mais effectivement aujourd'hui il y a du retard de paiement de la part des opérateurs à Actan, qui bien entendu ne peut pas nous dire combien ils vont récupérer pour l'instant, mais ils demandent, eu égard au travail qui a été effectué, une avance qui est de un peu plus de 6 000 € hors taxe. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Pour résumer, on redonne une chance par rapport à la durée. Par contre, tu vas faire un point rapide avec eux pour qu'on soit tous au courant de comment ça avance, quand ce travail avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors je répète. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 contre. 4. Qui s'abstient? 2 abstentions. 3. Non, mais M. Thomas, il a voté contre, il ne faut pas qu'il s'abstienne. Ah bon, d'accord. Donc, on enlève une voix contre et on remet M.
Monsieur Thomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. OK. On enchaîne. C'est Claude Janier qui reparle sur le covoiturage. On prolonge un peu par avenant la convention, mais... Voilà, bonsoir. Donc, avant de vous donner lecture de la délibération sur le covoiturage, notamment pour le prolongement, je souhaite vous présenter le bilan du développement du covoiturage sur le territoire d'Éclat, mis en place par le service mobilité avec l'aide de Blablacar Daily. Ça ne marche pas. Ah, c'est le temps de réaction. Donc voici. Donc rapport synthétique de la campagne de covoiturage. Et donc on va voir des données de quelques semaines. Voilà. Donc les données, excusez, faut que je m'habille. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Ah ben non, je tiens à l'envers, non, c'est pas possible. Non, c'est bien comme ça. Données après quelques semaines. Voilà. Donc, précédemment, donc, nous avions à peu près 65 inscriptions sur un site de covoiturage. Et lors de la mise en place au 1er septembre 2024, nous sommes montés à 187 inscriptions pour le mois de septembre et 122 pour le mois d'octobre. Oui, 22. Les membres actifs sur l'application de Blablacar Daily, donc nous tournions dans une moyenne, on va dire, de 75. Nous sommes montés à 142 pour le mois de septembre et puis donc à 159 au mois d'octobre. L'évolution du nombre de trajets par Blablacar, je suis allé trop vite. Voilà. Donc les trajets par le passé tournaient dans les 225 à peu près. Nous sommes montés à 501, puis à 615 lors du mois d'octobre. Les principaux flux, donc c'est Bersailles, Lons-le-Saunier, Champagnol, Lons-le-Saunier, Blétran, Lons-le-Saunier, Clairvaux, Lons-le-Saunier, Lons-le-Saunier, Poligny, Beaufort et Urbania, Montmoreau, Blétran, Montmoreau, Dole, Lons-le-Saunier, Lavant-les-Saint-Claude, Lons-le-Saunier et Den-Périgny. Voici parce que donc nous couvrons un territoire de 80 km et les prises en charge de participation commencent à partir de 5 km. Donné sur la totalité donc, de la durée, nous avons eu 825 inscriptions, 264 activations, ce sont les conducteurs, les chauffeurs, et un résultat de 89% de satisfaction par rapport aux recherches. Voilà, donc là c'est les rapports conducteurs-passagers. Au point de vue donc, de l'activité, il y a eu 8450 trajets de réalisés, soit une distance de 225 182 km, ce qui nous correspond à 49 000 tonnes de CO2 évitées. Donc voilà les diagrammes. Vous saurez que c'est difficile à lire avec la distance. Le cofinancement, donc ça c'est la participation d'Éclat. Jusqu'au 15, le 10 septembre, nous avons participé à une hauteur de 16 227 €. Il y a eu donc 7 215 voyages de cofinancés, parce que je vous disais qu'on prenait à partir de 5 km. Et c'est des tranches de 5 à 15, de 15 à 30 et de 30 donc à 80 maximum. Et puis ce qui représente 185 718 km.
Donc là, il nous reste un reliquat de 3 341 € pour, disons, le contrat. Et le contrat, il se terminait le 31 août. Voici. Et donc, les ratios. Le coût de la campagne donc, est de 38 100 €, c'est-à-dire 20 000 de participation sur le covoiturage et 18 100 € de frais de logiciel. Si on fait les rapports avec les 8 450 trajets en covoiturage et les 7 215 cofinancés, ça nous donne un coût de 5,28 € par trajet. Et quand on revient sur les kilomètres, vis-à-vis des 225 182 km parcourus, ça nous donne 17 centimes du kilomètre. Et sur les kilomètres cofinancés, nous sommes à 0,20 centimes. La dotation pour les 264 conducteurs donc, est de 16 227 €. La moyenne kilométrique des trajets est de 26 km. Donc voici le bilan de notre année de covoiturage. Prolongation de la convention d'incitation financière à la pratique du covoiturage. En date du 7 mars 2024, le Conseil communautaire d'Éclat a délibéré favorablement pour la mise en place de l'incitation financière à la pratique du covoiturage sur le territoire jusqu'au 31 août 2025. Afin de ne pas arrêter le service au 1er septembre 2025 et permettre de revoir les conditions financières à la prolongation des conventions au 31 décembre 2025, il est proposé aux membres du Conseil communautaire de prolonger la durée des conventions jusqu'au 13 novembre 2025. Cette prolongation permettra au service mobilité d'Éclat de préparer pour le prochain Conseil communautaire les conditions financières à la prolongation des incitations financières de la pratique du covoiturage. Le bureau exécutif élargi du 8 septembre a émis un avis favorable. Il vous est demandé donc d'approuver l'avenant numéro 1 de la Convention relative à l'attribution de l'aide financière, d'approuver l'avenant 1 à la Convention des prestations de services et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette proposition. Oui, donc on était sur une expérience. Il reste un peu un solde encore, donc on propose de la prolonger un petit peu et de s'interroger sur la suite qu'on donnera à cette expérience, qu'on reproposera en fin d'année. Oui, c'est parce que là, nous avons des inconnus. Donc, Blablacar nous apportait un support de 10 000 € pour les 20 000 € que nous avions. Et puis, donc, aussi, comme sur le logiciel, il y avait par le biais des CE une participation donc, qui amortissait les coûts. Et les CE ont disparu dans ce cadre-là. Et pour le moment, Blablacar ne peut pas nous donner vraiment des prix sûrs. Alors, c'est pour ça que nous n'avons pas voulu reprolonger d'1 an la convention, mais de façon à ne pas pénaliser les covoitureurs du jour au lendemain. Nous avons pris cette décision de prolonger jusqu'à donc, le 13 novembre, où nous aurons les données, pour voir exactement ce que l'on fait. Voilà, donc c'est quand même intéressant du point de vue gain de gaz à effet de serre, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc je pense que c'est quand même une opération intéressante. Est-ce qu'il y a des questions à Claude? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est Jean-Yves qui retombe sur une modification de statut. Jean-Yves? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc Jean-Yves Bailly, président de la régie eau. Donc la première délibération, c'est une délibération par rapport à une modification des statuts du syndicat mixte des eaux et d'assainissement de Beaufort. Donc ce syndicat retire la compétence assainissement et la transfère à la communauté de communes.
Donc il y a une modification des statuts et il nous a demandé donc d'approuver cette modification des statuts, dans l'ensemble des statuts, donc tout ce qui est lié à la compétence assainissement est donc retiré. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, c'est à Trenel cette fois, création d'une haie bocagère. Donc la deuxième délibération, effectivement, c'est par rapport à une création d'une haie bocagère à Trenel. Donc on est sur la haie bocagère qui est sur le périmètre immédiat des puits de Trenel. Donc il y a une obligation effectivement de sécuriser le puits, de protéger les champs captants, tant que ce soit par rapport aux pollutions accidentelles que par rapport à des accès autres que celles qui sont liées à la production d'eau. Donc actuellement, le périmètre est protégé par un grillage de 2 ou 3 rangs qui n'est pas en bon état et dont l'objectif est effectivement de sécuriser ce périmètre. Et ce qui est proposé, donc, c'est faire un périmètre avec une haie défensive bocagère. Donc, on en a discuté au niveau de la régie. Soit on pouvait partir par des cloisons, c'était d'une part plus cher, et puis d'un point de vue par rapport au travail que nous réalisons au niveau de la protection de l'eau, ça nous paraissait quand même davantage cohérent de partir sur une haie par rapport à la biodiversité. Donc le devis, il comprend des travaux préparatoires, la fourniture et plante d'arbustes, fourniture pose d'équipements de protection des arbustes, la mise en place d'une bande de paillage en bois, la prestation d'entretien annuel garantissant le taux de reprise, donc dans le prix qui... alors c'est un estimatif de prix, on a regardé ce que ça pouvait coûter, il y a une commission d'appel d'offres, et donc la commission se réunira la semaine prochaine, le 3. Donc on aura une réponse concrète. Là on est sur une délibération par rapport à une demande de subvention auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc le montant donc estimé de 70 000 € avec la reprise garantie sur 2 ans. Sur cette reprise garantie, il y a un entretien qui sera réalisé. Donc on sollicite une demande de subvention de 30 000 €, ce qui fait un taux de 43%, et le reste sera à la charge de la régie eau et CLA. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Chalumeau a demandé le... Excusez-moi, Dominique Chalumeau, premier adjoint au maire de Verges. C'était juste pour avoir une indication sur le linéaire. Parce que 70 000 €. Donc 1400 mètres. 1400 mètres, oui. C'est quand même conséquent. Oui. Bon, on préservera, il y a des parties de haies. Ce qu'on peut garder, on va le garder. Mais c'est très peu, c'est très minimum. Ok, merci. On a parlé de gaz à effet de serre tout à l'heure, là on est plutôt sur la biodiversité. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Dossier 14, c'est les projets internationaux dans le domaine de l'eau. Donc c'est la régie qui finance certaines opérations. Oui, c'est dans le cadre de la loi Oudin-Santini, donc qui permet aux collectivités de pouvoir consacrer une part de leur budget. Donc c'est 1% au maximum, c'est 1% des recettes propres du service pour avoir une approche au niveau des problématiques d'eau sur le plan et d'assainissement, sur le plan mondial. Donc on a été sollicité donc par le lycée Le Corbusier de Lons-le-Saunier pour un projet de chantier à réaliser en partenariat avec l'association Au Soleil Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une intervention au Maroc, dans le village de Taning. Donc c'est un projet pour installer un système de distribution d'eau, d'équiper un château d'eau, d'installer un puits existant et une pompe alimentée par les panneaux solaires. Donc on a été sollicité pour une subvention de 1 000 €
qui serait à verser par l'intermédiaire du foyer socio-éducatif du lycée. Je trouve qu'au-delà de la problématique à un niveau international de l'eau, je trouve que c'est encore d'autant plus intéressant que ça concerne des jeunes et je trouve vraiment important qu'on puisse encourager cette démarche. Donc voilà, je vous sollicite l'accord pour le versement de la subvention de 2 000 €. Des questions par rapport à ça? C'est un beau travail que fait le lycée Le Corbusier sur ces secteurs-là. Et je vous encourage à aller voir. Ils font des expos de temps en temps. C'est très intéressant. Et l'association Au Soleil avait d'ailleurs participé au Forum de l'eau l'an passé pour présenter ce qu'ils avaient fait. Ok, les années merci. précédentes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Je vous remercie. C'est Sylvie Lagarde qui prend le relais pour une demande habituelle de subvention département sur le conservatoire. Donc, en vertu du schéma départemental des enseignements artistiques, le conseil départemental soutient financièrement les établissements et comme chaque année, en application de ce schéma, il s'agit de solliciter pour notre conservatoire intercommunal une subvention correspondant aux critères de participation donnés par le département, soit une subvention globale de 47 693 € qui se décompose en plusieurs demandes, une aide au fonctionnement pour 20 000, une aide au développement pour 11 250, une aide au projet pour 8 000 €, une aide au projet inter-école pour 5 218 € et une aide pour le soutien à l'enseignement de la danse pour 3 225 €. Il vous est donc proposé de solliciter cette subvention auprès du Conseil départemental du Jura et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec le Président du Conseil départemental. Ce sont des montants qui correspondent à ceux de l'an dernier. C'est tous les ans, on la passe tous les ans. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bois. Oui, Christophe Bois. J'ai vu un bel article sur la reprise du conservatoire récemment, mais étant un peu éloigné actuellement du conservatoire, a-t-on à nouveau un directeur ou une directrice? Oui, parce que j'ai peut-être loupé un épisode, parce que je sais qu'on avait recruté quelqu'un qui était reparti, et puis après, du coup... Nous avons une nouvelle directrice depuis le 1er septembre, Madame Nathalie Dejéger, qui vient de Belfort. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Antoine Jaillet reprend sur convention d'occupation pour une buvette. Bonsoir à tous. Effectivement, l'association, le LA39, le club d'athlétisme, qui est le principal utilisateur du stade d'athlétisme, a souhaité réaliser en bordure de la piste d'athlétisme une structure type buvette pour développer la convivialité et notamment mieux accueillir les compétitions. Cet équipement a pour but de servir pour les entraînements, pour les compétitions, à servir au club, mais également à d'autres clubs qui en auraient besoin s'ils utilisent le terrain annexe. Eclat est intervenu pour la réalisation de la plateforme avec des raccordements en électricité, en eau et en eau usée. Et vous avez ainsi en pièce jointe une convention à intervenir entre l'association du LA39 et Eclat. Et si vous le voulez bien, on vous demande d'approuver les termes de cette convention, sachant que le bureau exécutif élargi du 8 septembre 2025 a émis un avis favorable. Des questions, observations? Non, on passe au vote. Contre, abstention, je vous remercie. On passe au dossier 17, cours de tennis, on a déjà parlé plusieurs fois. Donc pour rappel, c'est un plan en plusieurs tranches. En 2025, nous avons réalisé 2 cours. Les cours marqués sur la délibération 1 et 2, mais qui sont en réalité les 2 et 3. Et puis sur la fin d'année, nous allons réaliser les cours 4 et 5. Donc c'est marqué 3 et 4 sur la délibération, à savoir que le cours 1, en fait, il est abandonné depuis très longtemps maintenant. Donc c'est un plan de financement sur des cours de tennis qui seront sur le même modèle que ceux qui ont été réalisés, pour ceux qui sont allés sur place. C'est sur le site du Solvant.
L'idée, c'est de faire le terrassement sur le dernier trimestre 2025 et une mise en œuvre du revêtement définitif, qui est de la résine, au printemps 2026, au moment où la météo le permet le mieux. Pour rappel, il y a également une troisième phase prévue en 2026, qui est la construction d'un bâtiment de 80 mètres carrés destiné à accueillir des vestiaires. Donc le budget prévisionnel sur cette deuxième tranche, c'est 117 966 €. Et on vous propose un plan de financement avec des subventions éventuelles de la part de l'État, du département, de la part du club, en fait, qui est un reversement de la Fédération française de tennis, c'est 6 000 € par cours, ce qui fait au total 12 000. Et voilà. Donc le bureau exécutif a également émis un avis favorable. On vous demande d'approuver l'opération et ses modalités de financement. Monsieur Fischer. Oui, c'est une question relative à la tranche 1, où on avait délibéré en septembre 2024 pour un projet à 115 000 €. Je voulais savoir quel a été le montant des travaux de la tranche 1 et si les subventions à l'époque sur lesquelles on avait délibéré, DETR et département, avaient été obtenues. Alors la tranche 1, effectivement, est réalisée. Le montant des travaux, il est de 117 000 €, puisqu'on avait le même prestataire, et c'est pour ça qu'on table sur le même tarif sur cette deuxième tranche. On avait au départ, c'était 105 000, et puis on a eu un avenant ensuite, donc c'était 117 000. On a refait la clôture en même temps. De la part de l'État, malheureusement, on n'a pas eu, comme souvent en ce moment. Et de la part du conseil départemental, on a eu 15%. Et de la part de la Fédération française de tennis, on a eu 6 000 € par cours, comme prévu. D'autres questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, merci. Le dernier dossier, c'est moi qui vais le présenter. Ça concerne une subvention pour la percée du vin jaune 2026. Elle aura lieu donc à Lons-le-Saunier 31 janvier, 1er février prochain. Donc, comme d'habitude, il y aura beaucoup de public, entre 30 et 40 000 personnes. Actuellement, et depuis plusieurs années, l'association des ambassadeurs sollicite systématiquement le PCI pour une aide à l'événement. Donc, c'est une demande de 20 000 €. On sait que pour notre territoire, des retombées à la fois touristiques, à la fois économiques sont très, très importantes, y compris on a 6 domaines vinicoles sur Éclat, un à Lons et les 5 autres répartis sur les communes alentours de Lons. Donc la subvention qui est demandée, c'est 20 000 €. Et puis, on a aussi en cours de réflexion, parce qu'on a la compétence bus, mobilité, peut-être de mettre en place des navettes de bus entre la zone industrielle pour les parkings et le centre-ville. Voilà, donc la proposition qu'on vous fait, c'est de valider le principe de verser une subvention de 20 000 €, comme l'ont fait nos collègues d'Arbopoligny-Salins l'an dernier, comme on le fera si un jour la percée est à l'Étoile, à Montaigu ou à Jevinger. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les arrêtés... Ah, pardon. Monsieur Gricot. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps d'intervenir sur le dossier numéro 17 sur les terrains de tennis. Vous avez noté 30% d'aide de l'État là sur ce tableau, mais si on ne les a pas eu la première fois, on ne les aura pas la seconde. Alors, ça ne coûte rien de demander. Donc, on remplit le dossier. Oui, mais à ce moment-là, et puis sincèrement, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas eu la première fois qu'on ne l'aura pas la deuxième fois. C'est comme d'habitude. Oui, mais je ne sais pas. Moi, je l'aurais peut-être mis entre parenthèses à partir du moment où on ne l'a pas eu. Enfin, je sais pas. Vaut mieux demander. Si on ne demande pas, on ne l'a pas. Oui, si on essaie de demander, peut-être qu'on l'a. Bon, ok. Très bien. Je reprends le cours du Conseil. Est-ce que, sur les arrêtés, est-ce qu'il y a des
des interventions sur. Il y en a de très, très nombreux, mais il n'y a pas d'observation. On continue. Et donc, je pense qu'on est arrivé au bout de ce conseil. C'est passé en moins de 2 heures. Le prochain rendez-vous, alors, ça sera les assises territoriales. Donc, on n'a pas encore fixé la date. On a des difficultés pour donner une date. Il y aura, donc, les assises territoriales sont ouvertes aussi aux conseillers municipaux qui le souhaitent. Il y aura comme principal à l'ordre du jour, et je pense que ce sera important que vous participiez sur la gestion des friches, l'observatoire des friches qu'on va mettre en place pour l'ensemble des communes de l'agglo. Écoutez, merci pour cette soirée, et puis je vous souhaite un bon retour et à bientôt aux assises territoriales. Merci à vous. Que ce soit l'assainissement à l'eau, c'est pareil. Quand on regarde les subventions et quand on regarde la réalité, parce qu'à l'assainissement et l'eau, tous les ans, on a le bilan de ce qui est fait. Hein, mais oui. Pour le COSEC, ça va être pareil. Hein. Le fonds vert, il y a pas. Montmoreau, les bains.